d'ouverture et je laisse la parole à Pierre Proustet, maire de Vieux-Boucau. Merci. Merci à tous. Bon. Bonjour à tous, donc, à Vieux-Boucau. Je vous souhaite la bienvenue pour cette université 2014. C'est un vrai plaisir de vous accueillir cette année à nouveau à Vieux-Boucau. D'abord parce que, comme vous le savez, en mars dernier, notre équipe a été reconduite à Vieux-Boucau, et j'en suis très heureux, bien sûr. Ça n'a pas été franchement facile, mais on y est arrivé. Mais aussi, je suis très heureux parce que c'est un temps fort de notre vie politique. Alors, je voudrais d'abord remercier tous nos camarades de Vieux-Boucau, de Souston, de Dax et d'autres sections locales qui ont participé à l'organisation de cette université avec beaucoup d'engagement et de disponibilité. Merci à eux. Ils se reconnaîtront. Je pense aussi aux employés communaux de la ville de Vieux-Boucau qui ont effectué l'installation technique en un temps record. Il a fallu beaucoup de disponibilité là aussi pour pouvoir vous accueillir dans des bonnes conditions. Surtout, je voudrais féliciter l'équipe d'organisation de l'UMA sous la responsabilité de Jules Joissard, l'éternel anxieux de l'équipe. Je ne sais pas s'il est là par là. Jules, c'est un travail considérable et je l'en remercie. Alors, je ne vais pas vous faire de grands discours. Vous allez avoir besoin de bien meilleurs orateurs tout au long du week-end, certainement. Simplement, je voudrais vous dire aux jeunes et aux moins jeunes ici présents que nous avons un combat à mener dans les prochains rendez-vous électoraux pour les départements et les régions en 2015, bien sûr, mais surtout au quotidien, pour prouver que nous, socialistes, nous avons un avenir, des projets, la capacité de les mettre en œuvre et de les faire partager. Aujourd'hui, la gauche, ici comme ailleurs, a un déficit d'image sur tous les plans, aussi bien national que local. Des querelles de personnes prennent parfois le pas sur les projets de fond. Et il est vrai que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Il nous faut absolument redonner de l'ambition et du courage à notre combat politique pour défaire le fatalisme qui ne pourrait nous conduire qu'à des catastrophes. Dans de nombreuses communes, lorsque les campagnes ont été conduites unies, actives, renouvelées, le résultat a été atteint. Alors, si je devais apporter un message d'un élu local de base que je suis, je vous dirais, le combat est là. Nous avons le devoir de proposer des solutions courageuses et de le faire vivre dans notre beau pays. Bonne université à tous. Bien, chers camarades, d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette université d'été dans le département des Landes dont je suis le premier secrétaire, et d'abord de remercier évidemment Pierre Proustet, le maire de Vieux-Boucau, pour son accueil aujourd'hui, remercier tous les camarades qui ont permis l'organisation de cette nouvelle épisode de l'université d'un monde d'avance à Vieux-Boucau, et permettez-moi pour commencer de souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui est dans la salle, au premier rang, Naïma Charaï, qui est conseillère régionale. Joyeux anniversaire, Naïma. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, mais au moins, entre collègues, c'est normal. En tout cas, mes camarades, moi, je souhaitais prendre la parole cet après-midi, en introduction, pour évidemment remercier tout le monde, et puis pour dire quand même quelques mots, au moment où, moi, je suis persuadé, l'heure des choix a sonné. Et quand je dis l'heure des choix a sonné, parce que la semaine dernière, nous avions la fête de la Rose de la Fédération des Landes du Parti Socialiste, j'y reviendrai dans un instant, et qu'on était moins nombreux que les autres années. Et toutes les 20 secondes, à peu près, tous les militants qui étaient là, on n'était que 500, c'est-à-dire 200 de moins que l'année d'avant, 300 ou 400 de moins que l'année encore d'avant, et je vous fais grâce, on était monté jusqu'à pratiquement 1000 personnes. Et à chaque fois, finalement, les camarades venaient me voir en me disant « on est moins nombreux ». Comment pourrait-il en être autrement dans la période que nous sommes en train de vivre? Quand aujourd'hui, le choix, finalement, quand on est militant socialiste, il se résume à 3 choix. Le premier, c'est rester à la maison.
C'est ce que font beaucoup de militantes et de militants à l'heure où nous parlons. Alors on peut s'en satisfaire. Certains, dans notre parti, s'en satisfont parce qu'ils se disent « tant mieux, c'est ceux qui sont les plus mobilisés qui vont rester à la maison ». Le deuxième choix, c'est celui qui est porté par un certain nombre de militantes et de militants de dire « tout est tranché depuis l'élection primaire, attendons 2017 et on verra bien ». Surtout, pas de vague. C'est un choix respectable, mais vous l'avez compris, qui n'est pas forcément le mien. Et puis il y a le troisième choix, mes camarades, qui est de dire, oui, le débat à l'intérieur de la gauche, le débat au sein du Parti socialiste, c'est toujours, c'est maintenant et c'est rapidement. Et c'est finalement le choix qui est devant nous, y compris en tant que courant. Parce que j'entends beaucoup dire, et on entend toutes et tous parler des frondeurs. Comment aujourd'hui, en étant militant socialiste, ne pas être nous-mêmes frondeurs? Quand on a un ministre, et non des moindres, qui nous parle du contrôle des chômeurs, quand on a un secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, qui explique qu'il va mettre des balles dans les genoux à des socialistes, quand on a un ministre qui démissionne pour fraude fiscale, quand on a des socialistes qui vont au congrès du MEDEF pour leur déclarer toute leur flamme, quand on a des députés, des parlementaires et non des moindres qui nous expliquent que la seule issue possible pour le budget de 2015, c'est l'augmentation de la TVA pour tout le monde. Quand on a un ministre fraîchement nommé qui nous explique qu'il est victime de phobie administrative. Et quand on a en plus un autre ministre qui parle d'illettrés et qui veut remettre en cause les 35 heures. Quand vous êtes militante ou militant du Parti socialiste, comment on peut aujourd'hui raisonnablement penser qu'on ne serait pas du côté, allez, puisqu'on les a baptisés les frondeurs, avec les frondeurs. Et mes camarades, moi je veux vous dire que les frondeurs finalement sont partout. Et pas là où on pense qu'ils pourraient être. Jeudi, figurez-vous qu'en tant qu'élu régional, j'étais au conseil d'administration, je fais cette digression, du Conservatoire du littoral. Outil très important pour préserver le littoral dans toute la France. Et nous nous sommes retrouvés avec mes homologues de tout le territoire français. Ils ne sont pas là aujourd'hui, ce n'est pas des dangereux gauchistes ou des archaïques comme moi, mais on était tous ensemble au conseil d'administration et le gouvernement nous propose une baisse de 2%. Une baisse du personnel. Et nous avons décidé, tous élus confondus, de voter contre le budget 2015. Est-ce que nous faisons partie des frondeurs? Non. On est tout simplement parmi celles et ceux qui aujourd'hui estiment que le choix politique qui est porté n'est pas celui qui va dans le bon sens. Est-ce que c'est un scandale de parler comme ça? Certainement, au vu d'un certain nombre de commentateurs. Mais la réalité, mes camarades, c'est que moi, j'estime aujourd'hui que nous avons finalement 4 débats devant nous qu'il faut poser dans le Parti socialiste. Il n'est plus possible que le débat ait uniquement lieu à l'Assemblée, au Sénat ou dans quelques cénacles. Ce débat, maintenant, mes camarades, il doit être dans notre parti. Il aurait d'ailleurs dû l'être en permanence au sein du parti. Et il ne l'a jamais été. Tous les choix politiques, tous les changements d'orientation politique, que ce soit sur la question évidemment économique, que ce soit sur la question des alliances, que ce soit sur les questions fiscales, systématiquement ces choix ont été opérés dans des cénacles. Je le dis, ça n'est plus aujourd'hui acceptable et c'est la raison pour laquelle la Fédération des Landes, entre autres, avec beaucoup d'autres, a demandé la tenue d'un congrès, non pas en 2050,
en 2015 à l'issue des élections cantonales. Et mes camarades, pour moi, ce congrès, il doit être l'occasion de poser 4 débats. Le premier, c'est évidemment, j'ai entendu qu'il fallait s'intéresser aux États généraux. Je suis évidemment premier secrétaire fédéral. C'est un sujet passionnant qui emporte les foules militantes en ce moment. Et comment vous dire, c'est finalement un outil pour nous permettre tout simplement de dire évitons les vrais débats et les débats qui se posent aujourd'hui à tous les militants. Le premier secrétaire a décidé de le maintenir avec visiblement une majorité. On fera avec. Mais en même temps, ce n'est pas la question de fond. Parce que la question de fond qui est posée aujourd'hui et qui doit être tranchée à l'occasion d'un congrès, c'est évidemment la politique économique et fiscale de ce gouvernement qui doit être au cœur du congrès. La deuxième chose, mes camarades, c'est évidemment la stratégie de notre parti, qui inlassablement est en train d'être mise en cause par un certain nombre d'élus et de responsables politiques de premier rang dans notre pays. Est-ce que le rassemblement qu'avait été celui de 71, tout le monde s'interroge, pose des questions pour se dire « Ah, peut-être faudra-t-il aller jusqu'à une séparation ». Je rappelle que pour rassembler tous les socialistes, il a fallu de nombreuses années. Donc avant de parler de séparation, essayons de trancher le débat entre nous pour voir si, par le plus grand des hasards, mais le hasard, à mon avis, fera bien les choses, nous ne serions pas majoritaires au sein de ce parti. Et la stratégie politique de rassemblement de la gauche, elle doit être au cœur de ce prochain congrès. La troisième chose, mes camarades, c'est évidemment l'avenir de l'outil. Ça a été évoqué ce matin. Si l'objectif d'un certain nombre de militants socialistes, fût-il Premier ministre ou autre, c'est de dire que le Parti socialiste, ça n'est plus l'outil dans lequel tout le monde peut cohabiter et qu'on mettrait fin à l'essentiel pour nous qui est la proportionnelle. Sans la proportionnelle dans notre parti, point de salut pour le rassemblement des socialistes. Et c'est une question qu'il faut poser à l'occasion de ce congrès également. Et le quatrième sujet, mes camarades, qui est en train de tout emporter sur son passage, et qui finalement, même si on discute de toutes les questions que je viens d'évoquer, sera déterminant pour la suite et y compris pour les prochaines élections. C'est la question de l'éthique. Moi, mes camarades, je ne suis pas aujourd'hui fier de celles et ceux qui nous représentent dans un certain nombre de responsabilités ou qui nous auront présentés par le passé. Je le disais il y a un instant, avec tous ces socialistes, paraît-il, qui osent représenter le Parti socialiste alors qu'ils trichent, qu'ils se prennent et qu'ils croient qu'ils sont au-dessus des lois. Les fameux intouchables, vous savez, ne payons pas nos impôts, ne payons pas les loyers. C'est tout juste si, d'ailleurs, on se demande à quoi sert leur argent, puisqu'ils ne payent rien. Et peuvent-ils parler en notre nom? Moi, je le dis, c'est non. Et ça, mes camarades, s'il n'y a pas un retour à l'éthique personnelle, individuelle, au cœur aussi du débat du Congrès, nous pourrons aller battre toutes les estrades dans les campagnes. Nous ne récupérerons pas aujourd'hui ce que doit être la gauche, c'est-à-dire exemplaire dans ce parti. Nous ne le sommes plus dans ce pays. Il faut évidemment y remédier à travers ce congrès. Voilà, mes camarades, ce que je voulais dire. En vous disant un dernier mot, moi j'ai écouté de loin les débats de ce matin, mais moi je vous le dis tranquillement. Si à ce congrès, il s'agit de repartir avec je ne sais pas combien de boutiques individuelles et même parfois collectives, avec ah oui mais moi je savais, avec moi j'ai vu l'avenir, j'ai lu dans le Mar de Café. Et puis moi je ne suis pas d'accord avec lui parce que vous comprenez, en 1900 il avait dit ça. Et qu'on n'arrive pas à se rassembler pour ce congrès. Moi vous savez la stratégie du râteau, où il faut 50 motions pour pouvoir ratisser large et à la fin, c'est toujours les mêmes qui gagnent, c'est jamais nous. Alors moi je le dis aujourd'hui avec une certaine force, quand la semaine dernière, un camarade comme Pierre-Alain Muet, qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui d'archaïsme ou de dangereux déviance gauchiste,
nous a expliqué ici même à quelques kilomètres à la fête de la Rose ce qu'il pense de la politique économique de ce gouvernement, il faut qu'à travers ces personnes-là et d'autres camarades, bien évidemment, nous passions au-dessus de nos chapelles passées, de nos chapelles actuelles. Et moi, j'appelle au rassemblement le plus large possible dès ce congrès. Merci. Finalement, Renaud, je ne sais pas si j'ai besoin d'intervenir. Beaucoup de choses que tu as dites avec force, je crois, rassemblent ici très largement, et ça ne m'étonne pas. Avant de commencer, je veux d'abord remercier, c'est traditionnel et c'est important, parce que la question de nos liens, de la cordialité entre nous, fonde la camaraderie aussi. Donc merci à Henri Emmanueli pour son accueil ici dans son département, à Pierre pour cet accueil ici dans cette ville qu'il a su regagner brillamment, et ce n'était pas facile. C'était un combat dur, un combat gauche contre droite, je crois où rien ne t'a été épargné et où tu as su triompher, rassembler derrière toi. Merci surtout à Renaud pour cet accueil que tu viens de faire, cet accueil surtout que tes camarades nous prodiguent depuis hier soir, avec comme d'habitude à la fois une très grande compétence et une excellente cordialité. Ce qui fait que beaucoup de gens viennent ici, bien sûr pour la politique, mais aussi parce qu'ils passent un excellent moment. Merci à ceux qu'on ne voit pas, et notamment au service d'ordre, qui doit être tout le temps là, qui doit faire attention à tout, et qui ne demande jamais rien. Je voudrais, si vous voulez bien aussi, qu'on salue la coordination Un Monde d'Avance, qui a pris beaucoup de temps, beaucoup sur elle, passionnément, de manière approfondie, pour organiser tout ce que vous avez avec Renaud et ses camarades. Merci à Émir aussi, pour le travail qui est le sien pour nous accompagner. Et nous voilà donc maintenant, comme chaque année, pour débattre, pour proposer, pour agir. Depuis la victoire de François Hollande, Un Monde d'Avance n'a pas varié. Nous sommes fidèles aux engagements qui ont été les engagements du président de la République. Et il y a un mandat qui a été donné à la gauche, à travers François Hollande, et ce mandat, c'était de réaliser ce qui avait été dit pendant la campagne électorale. Les députés qui ont été élus sur ce programme, qui se reconnaissent aujourd'hui dans Un Monde d'Avance ou ailleurs, n'ont pas varié. Ils ne font qu'une seule chose, être fidèles aux engagements qui ont été pris pendant la campagne électorale. Alors, pour nous, c'est vrai que les paroles de campagne engagent. Car le contrat qui est passé entre ceux qui promettent et ceux qui votent fonde tout simplement le système politique dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la démocratie. Le manquement à la parole est une encoche qui à chaque fois déchire un peu plus le contrat de confiance et qui mène à penser qu'au bout de tout cela ne sert à rien et que peut-être finalement il vaut mieux déchirer le contrat en entier pour passer à autre chose. Alors d'autres ne se sentent liés par rien, cèdent aux premières difficultés, ou pire, même pour certains, il y en a, je vous assure, veulent matérialiser un projet qui est aux antipodes des engagements qui avaient été pris. Alors on pourrait leur pardonner leur manière peu courtoise. On pourrait leur pardonner même leur renoncement. On pourrait presque leur pardonner surtout leurs mots. Si le chômage baissait significativement, si la justice sociale progressait, si l'Europe se réorientait concrètement. On pourrait tout ça. On serait même indulgent, je pense, s'ils tenaient au moins le principal objectif qu'ils se sont donné, c'est-à-dire la baisse de la dette. Mais là, comme dans tout le reste, la soumission aux dogmes qui sont faux, inefficaces, de la pensée dominante n'a eu pour résultat que de décrédibiliser un peu plus la parole de l'État,
la parole publique et de nous éloigner de nos objectifs. Je voudrais qu'on prenne conscience de ce moment où, mercredi peut-être, la Commission européenne dira qu'elle n'est pas d'accord avec le budget qui a été prévu par le gouvernement et qu'elle demande au gouvernement français de revoir sa copie. Je ne sais pas si, une fois dans l'histoire de ce pays, je demande aux historiens, si une fois, depuis que la souveraineté populaire et nationale a été établie comme principe fondateur, cela a été le cas, et si on imagine ce que cela va vouloir dire dans les consciences de chacun des gens qui habitent ce pays aujourd'hui. Alors, depuis 2 ans, nous avons parlé, nous avons proposé, nous avons cherché à convaincre. On a surtout cherché, je crois, à rassembler. On a été seuls et isolés au début. Souvenez-vous, à l'Assemblée nationale, quand nous avons voté contre le traité européen qu'on nous avait promis de renégocier et qui a été représenté tel quel, avec une fausse promesse d'investissement qui n'est jamais advenue. On était seuls, on était moqués. Mais peu à peu, c'est au sein de la gauche parlementaire qu'a d'abord émergé ce mouvement d'idées frondeurs dont tu parlais tout à l'heure, et qui maintenant, je crois c'est mieux, s'appelle Vive la gauche. Alors au sein de cette gauche politique, justement, et il y a ici des amis qui nous rejoignent dès maintenant, qui seront présents demain, on a cherché à analyser ensemble. À analyser pourquoi, alors que les communistes, alors que le Front de gauche, alors qu'Europe Écologie Les Verts ont appelé à voter au second tour à l'élection présidentielle, seul déjà Europe Écologie était rentré au gouvernement, pourquoi Europe Écologie en est partie, et comment même la moitié maintenant, au moins, du Parti socialiste s'en trouve exclu. Et nous avons donc pu constater que ce qui divise la gauche aujourd'hui, ce ne sont pas des chapelles, ce ne sont pas des partis, ce ne sont pas des idées qui sont différentes, non. La seule chose qui divise la gauche aujourd'hui, c'est la politique du gouvernement. On a également fait en sorte de s'adresser à la société, à tous ceux qui n'ont pas de carte dans un parti politique, mais qui sont intellectuels, dirigeants, militants, associatifs, syndicaux, qui sont désespérés, qui nous disent jour après jour, c'est bien ce que vous faites, parce que s'il n'y avait plus ça, il n'y aurait plus rien. Et on leur a dit, vous avez appelé à voter pour la gauche, vous avez milité pour la gauche, reprenez la parole. Et je salue de ce point de vue l'initiative qui a été celle de Pouria Mirchahi samedi dernier, où ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu ça, les politiques se sont tus et ont écouté ceux qui n'avaient pas de carte, mais qui avaient tant de choses à dire. Pourtant, je vous le dis, je crois que ce qu'est aujourd'hui ce gouvernement est autant une cause qu'un symptôme. Cause, parce qu'il ne tient pas à ses engagements, que ça a des effets délétères, profonds, mais aussi un symptôme de quelque chose qui est en train de se passer et qui est plus large. En 2100, on sera 11 milliards d'habitants sur la planète, et on sait que tout cela s'accompagne d'une détérioration sans précédent en termes climatiques, en termes écologiques. L'Occident est en train de perdre, en termes de puissance relative, la place qui était la sienne. Et un chaos géopolitique est en train de s'instaurer, sans qu'on trouve un ordre nouveau d'ailleurs. Tout cela pèse profondément sur les consciences et instruit un pessimisme qui fait d'ailleurs, particulièrement en France, une des nations qui, dans les classements des gens qui croient le plus à l'avenir, une des plus mal classées. Je crois avec le Pakistan. Tout cela pèse sur les consciences parce qu'on ne dit jamais ce qui se passe de l'autre côté aussi. La régression, l'irrationalité, les fantasmes politiques, religieux, complotistes même, émergent partout. La rationalité est battue en brèche. Des croyances absurdes reviennent. Des attachements identitaires surgissent. Regardons le Front National qui veut combattre, paraît-il, le communautarisme chez nous, alors qu'il en est le meilleur exemple. Alors ces idées sont en train, en effet, de gagner du terrain. Et pourtant,
Cette vague réactionnaire qui est en train aujourd'hui d'envahir le monde a été précédée d'une autre vague, depuis les années 50, qui était une vague de progrès, qui était une vague de croyance dans le fait que l'être humain, les sociétés, étaient en capacité d'amener plus de prospérité, plus de justice sociale, plus de bien-être, plus de liberté. Alors, est-ce que c'est fini? Est-ce que nous devons considérer que le monde va forcément au pire? Qu'il est voué à tomber, à se déchirer dans une situation écologique désastreuse, où la guerre qui vient, on le voit partout. C'est oublier le reste, ce qu'on ne nous dit jamais. Jamais le progrès technologique n'a été aussi rapide et aussi important. Jamais ce progrès technologique n'a été en capacité d'apporter autant de bien-être à l'humanité. Sur le plan des ressources alimentaires, sur le plan de la santé, sur le plan même du bien-être intellectuel. Nous avons les capacités qui sont en train de s'ouvrir devant nous et qui sont formidables. On ne parle jamais de ça, de ces avancées scientifiques formidables qui peuvent ouvrir un monde demain tout à fait nouveau. On ne parle jamais du fait que jamais le monde n'a été aussi éduqué. Que même aujourd'hui, dans les pays qui sont les moins avancés du point de vue de leur développement, eh bien le niveau d'éducation est en train de monter à toute vitesse. On ne parle jamais de ce fait-là, que la jeunesse du monde n'a jamais été aussi éduquée, qu'il n'y a jamais eu autant d'urbains, de salariés qui attendent des paroles politiques, qui sont en capacité aujourd'hui de pouvoir faire émerger, on le voit à Hong Kong, par exemple, des revendications à partir du moment où on leur offre la possibilité. Et ce sujet, qui est de savoir pourquoi on ne nous parle jamais de ça, c'est peut-être parce que quelque part, certains n'y ont pas intérêt. Moi, j'ai la conviction, mes camarades, que si on met au profit de l'humanité, c'est-à-dire du plus grand nombre, ces formidables ressources que nous avons devant nous, rien n'est impossible. Et il n'est pas vrai que la crise écologique est alors quelque chose qui ne sera pas surmontable. Il n'est pas vrai que la crise démographique sera quelque chose de pas surmontable. Il n'est pas vrai que nous serons condamnés à voir se déliter les liens sociaux à peu près partout et la guerre émerger. Mais pour cela, il faut rétablir une notion qui est celle qui est attaquée de manière constante par la vague réactionnaire que j'ai citée tout à l'heure. Qu'est-ce qui est attaqué par les intégrismes religieux? Qu'est-ce qui est attaqué jour après jour par le néolibéralisme, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche? Qu'est-ce qui est attaqué par tous les réflexes identitaires, par la remise en cause de l'égalité entre les femmes et les hommes? Qu'est-ce qui est attaqué quand on dit qu'il y a des hiérarchies naturelles? C'est le principe d'égalité. Partout, vous pouvez voir que la clé de lecture qui explique ces vagues réactionnaires, c'est l'égalité qui est mise aujourd'hui en accusation. Alors, je veux bien préciser une chose. Je ne parle pas d'égalité des possibles. Je ne parle pas d'égalité des chances. Non, 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 non. Je parle bien de l'égalité, de ce qui a marqué au fronton de nos écoles aujourd'hui, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Ce mot « égalité », il faut retrouver ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous croyons que chaque être humain, qu'il soit puissant ou qu'il ne soit pas, qu'il soit propriétaire d'un capital intellectuel ou matériel, ou qu'il n'en ait pas, qu'il ait une position sociale élevée ou qu'il n'en ait pas, a la même part de souveraineté dans ce qui est aujourd'hui les choix politiques à faire. Les êtres humains sont égaux dans la capacité aujourd'hui de faire des choix, et toutes les hiérarchies qui existent sont des hiérarchies momentanées qui ne se fondent sur rien d'autre que les circonstances. Ça peut paraître un peu lointain de nos préoccupations, je vous assure qu'elles sont au centre. Quand la Manif pour tous va défiler demain, je crois, c'est ça qui est attaqué, c'est l'égalité. Quand le MEDEF dit que, voilà, maintenant, il faut en finir avec les 35 heures, avec la protection sociale, qu'il faut libérer les énergies, comme ils disent, c'est l'égalité qui est attaquée. Quand on nous dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autre solution que la baisse des dépenses publiques qui se traduira par moins de services publics, seul patrimoine de ceux qui n'ont rien, c'est l'égalité qui est attaquée. Donc c'est pour ça, mes camarades, qu'il nous faut aussi ne pas être timides.
Et il nous faut reprendre un combat qui est absolument essentiel et sortir simplement de ce qui est, j'allais dire, le combat quotidien, les arguments sur les sujets du jour, pour reprendre un peu de hauteur et bien se dire qu'on ne gagne jamais dans les urnes si on n'a pas gagné dans les têtes. Regardez ce sondage qui vient de sortir, où pour la première fois depuis que l'Institut qui en est en charge fait des sondages sur, j'allais dire, quelles sont les valeurs des Français. La solidarité était pour la première fois minoritaire. Ça veut dire que dans les têtes, cette vague réactionnaire est en train peu à peu de grignoter les consciences. Et notre premier rôle, la première chose à faire dans notre cercle familial, professionnel, militant, c'est d'abord de remettre les choses à l'endroit et de dire que non, il n'est pas vrai que l'inégalité est aujourd'hui un fait qui a été sanctionné, mais que c'est bien l'égalité qui est au centre. Au centre de quoi? Au centre de la démocratie, j'ai dit tout à l'heure. Si nous ne croyons pas que les êtres humains sont égaux, alors aucune démocratie n'est possible, et je vous le dis, la démocratie alors tombera. Mais de la même manière, sur le progrès social, comment voulez-vous aujourd'hui pouvoir dire qu'il faut du progrès social si vous pensez que les êtres humains sont inégaux? C'est la même chose d'ailleurs pour l'éducation, c'est la même chose pour le progrès technologique, c'est la même chose pour le progrès matériel, c'est même la même chose pour le progrès moral. Alors, à partir de là, quelles sont nos tâches? Eh bien, nous sommes en France, ce vieux pays, justement, qui a fondé l'égalité. Nous devons donc convaincre que la gauche, c'est-à-dire l'égalité, c'est-à-dire cette idée d'égalité, c'est-à-dire les porteurs de l'idée d'égalité, vit. Et il ne faut pas déserter le combat politique. Il faut même se donner les moyens d'être plus nombreux. Dans notre vieux continent aussi, en Europe, créateur de l'idée de liberté réelle, il nous faudra savoir créer des convergences. Et je vous le dis, et c'est le député européen qui vous le dit, je ne serai pas seul à vous le dire, il n'est pas vrai que nous sommes isolés en Europe. C'est faux. Partout, dans tous les partis socialistes, dans tous les partis sociodémocrates, dans tous les syndicats, il y a des gens qui se posent des questions. Sur le fond, les députés européens socialistes aujourd'hui partagent nos thèses. Il y a une crise des directions politiques. Il n'y a pas une crise aujourd'hui de l'identité du combat de gauche, ni en Europe, ni ailleurs. Alors, il y a un travers que nous pouvons avoir dans le combat qui nous attend, c'est celui de se radicaliser. Soyons conscients de ce point de vue, de la difficulté. Nous voulons combattre l'irrationalité, le fantasme. Nous voulons être laïcs, nous croyons en la raison. Nous voulons nous battre pour l'égalité, car nous la constatons. Si nous sommes nous-mêmes irrationnels, dogmatiques, plongés dans le rêve plutôt que la réalité, alors je vous le dis, nous participerons de la destruction qui pourrait être en cours. Dès lors, nous devons être ouverts, nous devons être accueillants, et je vais même dire, nous devons être sans bande d'imagination pour créer les formes nouvelles de la gauche, sans tabou, mais attention, sans tabou dans aucun sens, et les mains adressées à tout le monde, où qu'il soit. Alors, cela ne peut se faire que si on a des principes sur le fond. Car être souple dans la forme n'a de sens que si on est ferme dans ce qu'on pense. Alors qu'est-ce qu'on pense? Moi je voudrais redire et poser des mots sur le travail qui a été le nôtre sur le fond depuis longtemps. Quand on lit nos textes, quand je regarde ce qui est dit par nos élus, par nos porte-paroles, je constate 3 qualificatifs. Le premier, et il peut surprendre, mais parce que la survie même de l'humanité est en jeu, oui, je le dis, à un monde d'avance, nous sommes écologistes. Mais nous voulons la souveraineté populaire partout, à tous les échelons de la vie politique, que ce soit le local, que ce soit le national, que ce soit au niveau européen, on le veut même dans la vie économique et sociale. Et en cela, nous sommes évidemment, radicalement, profondément des démocrates. Mais surtout, nous sommes socialistes, au vrai sens du terme, car nous savons que sans justice sociale, la démocratie est un mot vide, un mensonge, et que ce mensonge fonde la colère.
Voilà ce que nous sommes, voilà surtout ce que nous voulons, voilà pour qui nous nous battons, voilà nos fins. Alors, nous voulons être au sein du PS, au sein de la gauche, les artisans, les défenseurs de l'unité, de celles et ceux, dans toute la diversité de leur parcours, qui veulent réorienter le cours des choses. Nous sommes convaincus que pour cela, l'unité de la gauche est une condition nécessaire. Nous sommes convaincus, enfin, qu'il ne faut jamais courber l'échine, qu'il ne faut jamais se laisser dicter nos propres mots par qui que ce soit. Il ne faut jamais oublier ce qui fonde notre histoire et ce qui doit prévaloir, je le disais, l'égalité entre tous, toujours l'égalité, rien que l'égalité. Alors, chers camarades, donnons-nous les moyens de la faire, cette unité, de montrer qu'il existe un autre chemin, une autre alternative, une alternative. Portons notre projet pour une autre politique dès demain. Diffusons-la, convainquons, parce que nous rassemblons. Alors, chers camarades, cela commence aujourd'hui à Vieux-Boucau et cela commence avec vous. Donc, bon week-end et bon travail à tous. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Nous allons commencer avec la première table ronde et Naïma, la parole est à toi. Avec tes invités, bien sûr.